Voilà, donc cette table ronde, en fait, est très bien placée après la présentation de Pascal. Alors, c'est une présentation, enfin, c'est une table ronde qu'on va co-animer à plusieurs, hein, avec Stéphane Aulagnier et Patrick Hafner aussi, je pense. C'est un sujet qu'on a travaillé ensemble et aussi avec François Le Boulanger et aussi avec Pascal Chevret qui vient de parler. Donc, on vous propose de réfléchir sur ces espèces cryptiques, justement, comment les connaître, comment les reconnaître. Alors, je coupe ma caméra parce que ça passe pas forcément très bien dans mon petit village. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez. Tout le monde m'entend bien là, j'espère. Euh, On t'entend toujours, Fabrice. Ok. C'est bon. Ouais, donc, alors, qu'est-ce qu'une espèce cryptique? On en a déjà parlé finalement aujourd'hui. Quelqu'un, je sais plus, on a parlé d'espèces jumelles, je sais plus à quel moment de la journée. Donc, en fait, c'est une espèce qui est difficile à identifier par sa morphologie et qui, bien souvent, a été découverte lors d'analyses génétiques. Alors, justement, pour nous, les naturalistes, eh bien, ce sont des espèces difficiles à identifier sur le terrain. Alors, très récemment, par exemple, une nouvelle espèce de murin très ressemblante au murin de Natterer a été décrite, donc le murin cryptique. Donc, c'est un article rédigé notamment par Manuel Ruedi, qui est parmi nous, là, je vois qu'il pose des questions. Et voilà, donc ça, c'est une espèce qui était identifiée récemment sur des bases de biologie moléculaire. Mais bien sûr, chez les rongeurs et les eulipotifles, il en existe un certain nombre aussi qui nous posent problème, d'espèces cryptiques. Et si on reprend la liste des petits mammifères, enfin des mammifères selon la base TaxRef V14, la dernière version, eh bien, on s'aperçoit que certaines espèces posent vraiment de gros problèmes d'identification sur le terrain. Donc, on va appeler ça peut-être des espèces prioritaires. Ce sont les espèces qui sont écrites en blanc sur un fond un peu marron. Et puis, des espèces peut-être pour lesquelles la priorité est moins forte, mais des espèces pour lesquelles les études en cours montrent qu'il y a plusieurs lignées. Donc là, ce sont des espèces qui sont écrites en noir sur fond un peu plus clair. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter très rapidement un petit peu toutes ces espèces très succinctement, là, dans ce qui va suivre, et ensuite de laisser plus de temps justement à la discussion sur un possible programme d'études finalement entre les associations, les particuliers, donc coordonnés par la SFEPM, et certains laboratoires de recherche pour nous aider un peu à mieux connaître ces espèces cryptiques et à trouver des critères d'identification. Alors, vous voyez par exemple chez les rongeurs, eh bien, il y a déjà le groupe des Arvicola dont Pascal Chevret nous a parlé. Il y a le duo, le binôme Microtus agrestis et Lavernedi. Donc, on va le décrire un peu. Et puis après, dans les espèces quand même vraiment prioritaires, eh bien, il y a le groupe des mulots, hein, alpestres, sylvestres, à collier. On va voir, les problèmes que ça pose. Et puis chez les rongeurs, il y a peut-être après des espèces un petit peu moins prioritaires, oui, donc effectivement, le campagnol des champs, campagnol des Pyrénées, puis campagnol de Gerbe, éventuellement, et campagnol roussâtre avec plusieurs lignées aussi. Alors, chez les olipotifles, il y a bien sûr en prioritaire le problème, enfin le groupe des crossopes, hein, crossopes de Miller et crossopes aquatiques.
Et puis, alors là, ensuite, il y a un groupe qui va présenter des problèmes. C'est le groupe des musaraignes Crocydure suaveolens, Geldenstadi, Mimula et Iculisma. D'ailleurs, on va pas vous le présenter en détail parce que ça nous emmènerait un peu loin. Mais voilà, on pourrait placer aussi le problème des musaraignes Carlet, couronnées, voire éventuellement taupe d'Aquitaine, taupe d'Europe, même si la génétique maintenant est bien établie. Voilà, donc dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vais vous présenter très brièvement la problématique pour ces espèces. Et bien sûr Stéphane, tu interviens pour me corriger, parce que finalement, je pense que c'est toi le spécialiste dans l'affaire. Alors, si on commence par les rongeurs, là, vous avez vu que on commence à bien comprendre la phylogénie du groupe des Arvicola, Arvicola amphibus, Monticola italicus, c'est ce que Pascal vient de nous présenter. Mais il n'en reste pas moins que, et Pascal l'a dit, on a un besoin d'avoir des critères d'identification et notamment des critères en main, d'identification en main, et aussi de mieux connaître la répartition de ces espèces, voire de ces lignées. Voilà, donc si vous voulez, je n'en dirai pas plus et je ferai un petit peu de la même façon pour toutes les espèces, de façon à laisser le temps à la discussion. Alors ensuite, il y a le duo Campagnol-Agreste et Campagnol de la Vernède. Et là, c'est Stéphane Aulagnier qui a fait très récemment un petit article dans Arvicola. Et justement, il précise que le Campagnol de la Vernède est donc une nouvelle espèce pour la faune de France. Et voilà, donc avec une distribution plutôt du nord-est de la péninsule ibérique, au nord-est de la Serbie, en passant par la Suisse, la Slovénie et la Croatie. Donc là, la France, eh bien, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, hein, mais en réalité, on aimerait bien déjà avoir des critères d'identification fiables de ces deux campagnols et connaître la répartition de ce campagnol, si c'est possible. Ensuite, alors les mulots. Donc chez les mulots, bon, la phylogénie, elle commence à s'éclaircir aussi, mais il est toujours aussi difficile de déterminer les spécimens de mulots sur le terrain. Et la répartition des trois espèces, de ce fait, est encore à préciser. Et puis, ce qui va peut-être intéresser nos collègues de Corse qui sont là avec nous, il semblerait qu'il y ait une lignée de mulots vraiment corse. Ici, Italie, Balkans, et donc dedans on a la Corse. Donc là, il y a des choses à préciser. Voilà, donc la répartition du mulot à collier, la répartition du mulot alpestre actuellement connu. Voilà. Bien, ensuite, bon, on arrive à peut-être chez les rongeurs des espèces peut-être un peu moins prioritaires en termes de connaissances, mais il y a quand même des choses, il se passe des choses là, notamment chez un article de Tougar et collègues en 2008 qui montre qu'il y aurait probablement plusieurs lignées. Donc il y a plusieurs lignées en Europe de l'Ouest. Et vous voyez ici en France, malheureusement, il y a eu assez peu de spécimens, comment dire, étudiés. Et donc là, voilà. Donc là, il y a tout un champ cette fois-ci. Alors, il y a la phylogénie à refaire hein, sur ce campagnol des champs, bien sûr associé à des critères de morphométrie et bien sûr aussi de répartition.
Bon, alors là, on n'en est pas à dire qu'il y a plusieurs espèces de campagnols des champs, on n'en est pas là, mais cet article de Tougar, quand même, pose question. Ensuite, c'est un petit peu la même chose pour le campagnol roussâtre. Vous voyez que alors là, c'est vraiment très récent, hein, 2020, un article montre toujours, on est sur des lignées différentes. Il ne s'agit pas encore de parler d'espèces hein, différentes, mais la même question se pose que pour le campagnol des champs, à savoir, y a-t-il plusieurs lignées différentes en France, avec pourquoi pas une morphométrie différente et quelle est la répartition de ces lignées. Alors, ensuite, un cas assez intéressant, un peu différent, c'est le cas de ces deux campagnols, le campagnol des Pyrénées et le campagnol de Gerbes. Alors, actuellement, dans Taxref, on a donc Microtus pyrenaicus, mais on voit qu'il y a des synonymes avec Microtus gerbei et même la sous-espèce Microtus pyrenaicus gerbei. Donc là, il se passe quelque chose chez ce campagnol, et notamment notre collègue Patrick Brunet-Lecomte en 2010 avait déjà mis en évidence une différenciation assez nette finalement entre deux populations. Une population un petit peu de Loire-Atlantique, Vendée ici, et une population plus au sud, sur la Gironde, le Gers, Tarn, Corrèze, Haute-Vienne, Creuse et Pyrénées. Donc une différenciation sur la base de mensuration des dents. Et là, sur cette base-là, il y aurait bien effectivement deux morphes différents. L'un qui correspondrait au campagnol de Gerbes, d'ailleurs qui avait été décrit dans cette zone-là historiquement, et puis l'autre qui correspondrait peut-être au campagnol des Pyrénées. Mais enfin, encore une chose, là, à vérifier d'un point de vue phylogénique, morphométrique et répartition, encore une fois, à vérifier. Alors, si on vient maintenant chez les eulipotifles, là, par manque de temps, un petit peu, je ne détaillerai que le problème des néomys. Et donc là, c'est encore une fois Stéphane Olanier qui très récemment a rédigé un petit article dans Arvicola, et qui dit que la génétique a récemment identifié une nouvelle lignée, la Crossop de Miller. S'il paraît évident que les Crossop de Miller présentes dans les Alpes sont des Neomys milleri, à quelle espèce faut-il rattacher les spécimens de Normandie, du Massif central, voire des Pyrénées? La présence de 3 espèces de Neomys en France est possible, voire probable, alors qu'il est toujours délicat d'identifier les 2 espèces reconnues jusqu'alors. Une étude génétique, puis morphologique, couvrant tout le territoire, s'avère de plus en plus nécessaire. Voilà, Stéphane, ce que tu écrivais dans Arvicola. Donc là, un chantier très important sur les néomys est nécessaire. Alors, peut-être avant de passer à ce programme d'études proprement dit, il faudrait peut-être que je laisse la parole à Stéphane et Patrick éventuellement, si vous voulez ajouter des précisions, parce que j'étais très rapide. Est-ce que vous souhaitez apporter des précisions? Oui, Fabrice, j'ai invité Stéphane sur le chat à activer sa vidéo et son micro. Je suis pas sûre qu'il ait lu.
Et voilà, donc Stéphane, si vous voulez nous rejoindre, il faut cliquer sur les icônes micro et caméra. Et éventuellement, si Patrick veut venir, tu peux me déconnecter, Fanny. Voilà. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que je vais continuer ma présentation et puis dès qu'ils veulent intervenir, j'arrête et on leur passe la parole. On fait comme ça. Comme ça, ensuite, on peut discuter aussi avec l'assistance, en fait, même si on est à distance. Alors, bien, écoutez, je continue pour Patrick. Vous pouvez intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? C'est bon? Allô, allô? Oui. On t'entend, Patrick. Okay. Ça marche. Je suis désolé, j'avais dû oublier d'autoriser quelque chose. Donc, ça ramait un peu. Non, je voulais juste compléter pour les eulipotifs, juste dire qu'effectivement, hein, évidemment, ils ne sont absolument pas oubliés. Et même on peut y réfléchir globalement, hein, évidemment les inclure. Hein. Donc là, il n'y a pas il y a juste un exemple qui a été donné. Mais on a cité quand même les autres cas. Je voudrais juste revenir sur les Sorex. Je ne sais pas s'il faut le considérer quand même comme secondaire, peut-être pas au niveau recherche. En tout cas, puisque c'est de là surtout qu'on veut traiter, mais pour moi quand même, j'ai l'impression de ne pas avoir vu la situation évoluer depuis des années sur la connaissance de ces espèces-là. Je pense quand même que le complexe Sorex antinori, donc qui est à rajouter à Rhamneus et Coronatus, devrait être regardé de très près, mais peut-être effectivement par des voies différentes que de la recherche, puisque là, a priori, il n'y a plus de problème d'espèces, enfin, en tout cas pour ce qu'on en connaît. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ce tout de suite. Stéphane. Non, tu peux continuer, Fabrice, hein, c'est bon. Ah bon, d'accord. Alors, je continue. Oui. Voilà, donc pour vous présenter et puis vous proposer finalement ce programme participatif d'études SFEPM, associations et labos de recherche, parce que, comme vous l'avez vu avec la présentation de Pascal Chevret précédemment, eh bien, il existe des laboratoires de recherche en France, universitaires, qui travaillent sur des approches à la fois donc phylogénétiques, de biologie moléculaire, et couplées avec des mesures morphométriques. Donc ça, c'est très intéressant pour nous, les naturalistes, qui avons besoin de critères pratiques, de détermination sur le terrain. Et voilà. Et donc c'est un petit peu la proposition qu'on voudrait vous faire à travers ce programme d'études, donc dont les objectifs seraient finalement d'améliorer la connaissance de ces espèces cryptiques, de ces petits mammifères à problème, c'est-à-dire améliorer leur taxonomie, finalement améliorer la liste des espèces de petits mammifères de France, améliorer la connaissance de leur répartition, et puis bien sûr, comme je disais, des critères de reconnaissance, et notamment de reconnaissance, si possible, en main. Alors, les méthodes, c'est ce qu'on disait, hein, c'est intéressant de coupler des analyses génétiques pour être sûr de l'espèce, et puis de coupler donc ces analyses génétiques avec des analyses morphométriques. Voilà. Donc ça, il y a actuellement le labo de Lyon, de Pascal, qui le fait, mais aussi l'université Bourgogne-Franche-Comté et des gens au muséum qui travaillent sur les eulipotifles avec lesquels on peut travailler. Donc, et d'ailleurs, je vois une intervention de Manuel Ruedi. Il pourrait y avoir aussi peut-être une collaboration avec la Suisse, et parce que certaines espèces, notamment chez Agrestis lavernedi, la problématique va jusqu'en Suisse. Mais enfin bon, voilà. Donc, ce programme finalement repose, donc c'est un programme participatif, hein,
et repose finalement sur de la collecte de spécimens entiers, on va dire, puisque il s'agit donc aussi de faire des mesures de morphométrie, donc il faut bien des spécimens entiers. Donc, collecte de spécimens morts. Bon, il n'est pas, pour l'instant, enfin, il n'est pas question de lancer des campagnes de piégeage et d'euthanasie de petits mammifères, mais enfin, on l'a vu avec Jean-François Desmet ce matin. Eh bien, par exemple, il l'a très bien dit, pour la musaraigne alpine, on trouve beaucoup de musaraignes. C'est un bon moyen de trouver de la musaraigne alpine. Donc, de la même façon, on propose aux associations, aux réserves naturelles, aux SEN, à l'ONF, aux parcs nationaux, PNR, voire les particuliers avec le programme Chat et biodiversité, eh bien, finalement, de collecter les spécimens morts trouvés et de les acheminer ensuite jusqu'au laboratoire intéressé. Alors, c'est ici, alors là, ça va être un peu toute une usine à gaz, hein, et puis il faut voir est-ce que vous serez intéressé. Ce qu'on vous propose, eh bien, c'est qu'il y a un kit du collecteur, hein, ça fait très pro, ça, le kit du collecteur. Donc, la SFEPM fournirait des sachets plastiques zippables pour enfin, mettre de l'alcool dedans pour conserver les petits mammifères, fournirait à chaque structure intéressée, voilà, à discuter, mais peut-être 1 litre d'alcool à 95, un flacon carré ici pour mettre tous les échantillons de spécimens dedans, et une fiche de renseignement à remplir. Donc ça serait le kit du collecteur. C'est-à-dire qu'en fait, chaque spécimen trouvé mort serait mis en sachet avec un peu d'alcool à 95 dans le sachet et une petite étiquette avec comment dire, les informations les plus essentielles, donc à discuter ensemble, mais probablement la date, le lieu, le nom de l'observateur, enfin voilà, des choses très très minimalistes. Ça, donc il y aurait plusieurs sacs qui seraient entreposés dans un pot avec une fiche de renseignement plus générale. Et ce sont ces pots qui seraient ensuite envoyés par la poste ou apportés au labo de recherche. Alors, et là j'en ai quasiment fini, puisqu'ensuite, bon, il faut qu'on discute un peu de tout ça. En fait, c'est une logistique. Là, on rentre dans une histoire de logistique, en fait. Et donc, il faut forcément une ou des personnes un petit peu qui coordonnent tout ça. Donc, bon, moi, je veux bien m'en occuper, mais enfin, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas envie d'être tout seul pour faire ça. Donc, ça serait envoyer les kits, faire de l'information auprès des structures qui participent. Dans l'idéal, ça serait intéressant qu'il y ait des correspondants régionaux, je ne sais pas, moi, au sein des assos, donc alors qui centraliserait, parce que comme elle serait plus près du terrain, donc centraliserait les spécimens dans les pots et les enverrait ensuite au laboratoire de recherche. Et voilà, oui, j'ai à peu près tout dit dans les grandes lignes. Voilà, donc maintenant tout est ouvert, hein. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse tous? Comment est-ce qu'on avance là-dessus? Voilà, tout est ouvert. Juste une précision, Fabrice, on ne peut pas envoyer de spécimens en alcool par la poste. Il faut passer par un transporteur qui fournit ce service-là. Ah oui. Bon. La poste refuse les liquides. Bon.
Oui, c'est pour ça que je pense c'est une idée intéressante à développer, mais il faut peut-être persévérer enfin, aller plus loin dans le détail sur le protocole d'une part, et puis il se pose la question, et je vois que quelqu'un a rebondi dessus, sur les problématiques réglementaires, donc non seulement pour l'alcool, mais sur les espèces protégées aussi. Par exemple, je ne sais pas si, à mon avis, tu n'as pas le droit de récolter une crossope aquatique, de la mettre dans un petit flacon et de l'envoyer, voilà. Mais voilà, donc il y a plein de questions qui se posent, c'est une idée super intéressante, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé, mais il va falloir peaufiner tout ça, je pense, clairement. Alors, j'essaie de voir en même temps les questions, hein. S'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, effectivement, allez-y. Oui, tu as tout à fait raison, Thomas. Pour les cross-up, il est évident qu'il faut avoir une autorisation en bonne et due forme pour pouvoir les transporter. Voilà, donc ça, d'un point de vue légal, il faut que chacun fasse la demande au DDTM ou au DREAL, et ça peut prendre du temps à se mettre en place, etc. Et voilà. Oui, ou l'autre possibilité, c'est qu'il y ait une personne par région ou mieux par département. Enfin, il faut voir combien de personnes seront intéressées par le projet qui détiennent cette autorisation. Et à ce moment-là, c'est lui qui est chargé, qui est responsable du transport. C'est ce qui se passe, par exemple, moi je suis agréé pour d'ailleurs stocker même les cadavres de décements des Pyrénées, qui sont aussi une espèce protégée. Et là, j'ai un document de tous les départements de présence du décement des Pyrénées. Donc, typiquement, on pourrait peut-être s'appuyer aussi sur le protocole de récolte du décement pour peaufiner le protocole général petit mammifère, on va dire. Oui, puisqu'en fait, c'est vrai que pour le décement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs associations qui travaillent et qui collectent des spécimens sur le terrain. Donc, effectivement, ça peut être une idée, avec la différence, c'est que le décement, c'est 5-6 départements, alors que là, oui. nous serions partis sur beaucoup plus de départements. Bon, après donc, dans les espèces protégées, il y a les crossopes et le Avicola sapidus. Tous les autres ne le sont pas. Oui. Il faut un processus carré. Effectivement, je reprends la dernière remarque de Christophe Gilles, mais il faut un processus qui soit vraiment Tout à béton, fait. quoi. En précisant bien, espèces protégées, espèces non protégées. Et bien encore, voilà du travail pour le groupe de travail petit mammifère. Non, mais Fabrice, c'est bien parti, là. Ouais. Justement, je voudrais pas être tout seul. Et je pose la question à Nathalie, là, qui nous a fait les petits mammifères rapportés par les chats. Est-ce qu'ils sont en bon état? Est-ce qu'on pourrait les récupérer ou pas? Ah bah oui, elle peut pas me répondre, oui, Et forcément. si, on peut l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Ah, bien ça sacrifier. dépend, certains oui. Oui, parce que les chats, là, ça pourrait être intéressant, hein. Il y a les chats, il y a aussi la remarque des centres de soins éventuellement. Voilà. Même si, mais si on n'apporte pas forcément des campagnols, je sais pas, à Grèce ou quoi que ce soit dans les centres de soins, c'est beaucoup plus rare. Mais ça peut éventuellement arriver. Oui, bah, pour te répondre, Fabrice, c'est vrai qu'on l'avait pas envisagé, mais il y en a des fois qui sont en très bon état. Il y en a parfois, évidemment, c'est juste des restes, donc c'est pas très intéressant. Mais comme on a la possibilité d'envoyer des photos, enfin les personnes peuvent envoyer des photos, bah oui, effectivement, il y en a qui sont en bon état. Ça pourrait s'envisager, hein, pourquoi pas, pour les personnes les plus motivées qui renseignent beaucoup de données, elles seraient peut-être intéressées pour renvoyer. Voilà, après, il faut voir où stocker tout ça, bien sûr. Mais... Ouais, et quand il s'agit de restes, même s'il s'agit de restes, le fait d'avoir le crâne déjà, et puis un peu de peau autour qui permet d'extraire de l'ADN, c'est pas mal, hein. On n'a pas besoin d'avoir un animal parfaitement conservé. Alors après, c'est vrai qu'il faudra regarder, parce que ça pourrait être intéressant pour les Sorex, d'une part, comme le disait Patrick, mais les Sorex des 90% du territoire ne sont pas intéressantes. Ce sera de toute façon que Sorex coronatus. Pour ce qui est des crocodures, c'est vrai que dans l'ordre, bah oui, en fait, en combinant le codon et Suaveolens, on a toute la France. Donc là, ça peut être intéressant.
Oui, et sur les aspects réseau, effectivement, Bruno rebondit sur le fait qu'il y a aussi des musées éventuellement régionaux. À Toulouse, il y en a un, par exemple. À Bordeaux, il y en a un qui pourrait faire office au moins de stockage temporaire avant d'envoyer le tout sur l'envoi définitif. Donc là, si vous voulez, pour être plus précis, on sait que nos collègues Pascal Chevret et Sabrina Renaud de l'Université de Lyon seraient intéressés pour continuer à travailler sur le groupe des Arvicola notamment. Ensuite, pour les Microtus, sans doute qu'il y aurait des personnes à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté qui seraient intéressées. Et bon, là, par contre, on a les noms des personnes, mais il faut rentrer en contact avec elles. Et puis, pour les Eulipotifles, c'est un petit peu pareil. On sait qu'au muséum, à Paris, il y a des gens qui bossent dessus. Mais encore une fois, faudrait voir plus précisément s'ils seraient intéressés pour travailler là concrètement sur des spécimens qu'on leur donnerait. Mais Fabrice, j'ai vu que Violaine Nicolas est connectée. Donc c'est elle, en fait, qui s'intéresse aux eulipotifles au muséum. D'accord. Ben voilà. Oui, parce que je lis pas toujours le truc. Non, mais c'est normal, hein, toi tu animes, donc tu ne peux pas tout oui, lire. je suis partant. Voilà. Elle confirme, elle est très partante. Voilà. Ah ben voilà, on a la réponse. Donc l'idée est lancée, de lancer un réseau comme ça de collecte maintenant. Il ne reste plus qu'à concrétiser. Alors, c'est comme pour finalement l'atelier mensuration d'Hélène. Bon, est-ce que là, enfin, il faut continuer à discuter? Alors, je ne sais pas dans quel cadre, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place là, hein, comme on disait. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement comme moyen de communication entre nous pour continuer à discuter là-dessus, sur les protocoles, je sais pas. Mais là, je pense qu'il faut une sorte de créer des sous-groupes de travail du groupe petits mammifères. Certaines personnes s'intéresseraient plus à cet aspect collecte, d'autres plus à l'aspect manipulation, capture, etc. Donc encore une fois, je pense qu'il va falloir reprendre toutes les adresses de tout le monde, toutes les personnes qui ont participé encore une fois aux deuxièmes rencontres, voire aux premières s'il y a deuxième qui n'ont pas pu être présents, pour essayer de contacter tout le monde et de créer des groupes, quoi. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Faire des priorités et puis essayer de lancer tout ça. C'est des gros chantiers qui vont pas se faire en 2 mois, donc il va falloir de la patience. Oui, mais moi je pense que tout ça, ça vient aussi du processus de structuration du groupe que vous avez engagé et qui va conditionner effectivement la régionalisation qui est souhaitable dans le cadre de ce travail. Je vois que notre président est en train d'écrire quelque chose, alors on va peut-être avoir des indications. Non, mais de toute façon, on va toutes les personnes qui ont participé, Dominique le fera, on fera une synthèse en vous remerciant déjà d'avoir participé, et puis aussi en essayant de voir les perspectives aussi, et de vous rattacher plus ou moins à des projets. Ouais, d'accord. Voilà. J'en profite que Manuel Ruedi est en ligne là. Manuel, est-ce que tu serais intéressé pour participer? Parce qu'il y a quand même plusieurs espèces qui vous concernent aussi. Est-ce que c'est un chantier qui pourrait intéresser la Suisse? Oui, bien sûr, répond-il.